Vous allez en prendre plein la gueule. Oui, Ils vont vous écrabouiller. oui, mais je vais me marier un bon coup, mon petit camarade. Et à mon âge, faut pas rater ça. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui, Marvel dans la tourmente. Puisque oui, la série Daredevil, donc qui s'appellera Daredevil Born Again, va être quasiment intégralement refaite, et là on peut dire que ça doit quand même leur piquer sacrément les fesses, hein. Donc on va s'appuyer sur les propos rapportés par The Hollywood Reporter, selon justement les dires de Brad Winderbaum, donc qui est le responsable du streaming TV et animation chez Marvel Studios, mais aussi s'appuyer sur des témoignages donc pas super reluisants d'initiés qui évidemment resteront anonymes pour, il va de soi, éviter d'avoir des emmerdes auprès enfin avec les patrons. Donc Daredevil, série initiée autrefois par Netflix à travers 3 saisons, si je me rappelle bien, et un crossover dont les droits finalement ont été récupérés par Mickey, et qui nous avait donné déjà un bref aperçu du retour du personnage à venir, donc à travers une scène à la limite de l'anecdotique dans le dernier Spider-Man, ou encore, je crois que c'était également dans She-Hulk. Donc production de cette suite lancée mais interrompue mi-juin, à cause justement de la grève à Hollywood, hein. Alors il faut savoir que, et là c'est inédit, la série comporte 18 épisodes, enfin dans l'état. Et je dis inédit parce que habituellement on tourne sur toutes les séries Marvel qui sont sorties sur Disney+, entre 6 et 9 épisodes. Donc là c'est entre le double et le triple. Donc à savoir qu'en plus, la moitié des épisodes avaient déjà été tournés. Oui, mais sauf que, parce que les séries Marvel coûtent très cher, et que, pour rappel, Bob Iger, alors moi je vais l'appeler Blub Iger, hein, donc le PDG de Disney qui craque un petit peu des genoux en ce moment, hein, surtout avec les actionnaires qui lui tombent tous dessus les uns après les autres, donc avait annoncé que justement les coûts de production allaient devoir baisser drastiquement. Du coup, Kevin Feige et quelques autres pontes de chez Marvel Studios ont en conséquence décidé de changer un petit peu leur fusil d'épaule sur la méthode de production utilisée jusque-là pour jeter enfin un œil en avance de phase sur le contenu. Et donc, ils ont découvert que la série ne fonctionnait pas. Voilà. Du coup, les scénaristes, donc on a Chris Hord et Matt Corman, ont été remerciés, hein, donc pareil pour les réalisateurs. Et là, on parle d'un redémarrage créatif pour la série dans sa quasi-entièreté. Si ce n'est que quelques scènes qui seront tout de même conservées. Mais le problème, en fait, vient du fait que, principalement, on était sur une série trop orientée juridique. Alors ok, le personnage est dans ce domaine d'emploi, il n'y a pas de souci, hein. Mais du coup, en fait, on perdait justement on va dire le climat d'origine qui avait fait le succès en grande partie de la série sur Netflix, à savoir que c'était sombre et violent, et malgré tout, tout en éludant pas, bien sûr, le côté judiciaire, parce que ça, c'était aussi une grande force de la série sur Netflix, c'est qu'elle avait aussi cette approche sérieuse. Et là, en l'occurrence, alors d'après les retours de quelques initiés, il était question que le héros, finalement, donc en costume, hein, n'apparaissait qu'au 4e épisode. Alors oui, sur 18, ça va, ça passe. Mais la différence ici, c'est que on n'est pas sur une origin story qui nous amènerait justement à un certain build-up autour du personnage, puisque là, effectivement, on l'a déjà découvert à travers 3 saisons. Donc les spectateurs vont pas attendre quasiment 4 heures pour voir le héros, dont le nom en plus est le titre de la série, quoi. Ça a aucun sens. Et donc le site The Hollywood Reporter qui met justement en exergue le succès très relatif des séries Marvel à travers donc les chiffres d'audience, pour voir qu'il y a vraiment une dégringolade fulgurance de fréquentation qui démontre que ça ne fonctionne pas sur le papier, à l'exception d'une qu'on verra tout à l'heure. Mais au-delà de ça, et ce, même à travers cette lassitude bien réelle que les gens ont pour Marvel.
Et Star Wars est en train de subir exactement la même chose. Enfin, c'est pas en train, ça fait déjà un petit moment que c'est initié, hein, cette lassitude. Mais pourquoi? Bah tout simplement parce que, et on va le voir ici, la méthode est la même et elle est pas bonne. Puisque, en fait, cette méthode, justement, s'appuyait sur un format de production qui n'avait rien à voir avec le format traditionnel de la télé, donc pas de pilote. On produit à hauteur de 150 millions de dollars directement la série, enfin la saison dans son intégralité, et on corrige en post-prod. Donc en plus pas de showrunner, mais plutôt des gens du ciné qu'on emprunte, hein, en impliquant donc la méthode ciné et ensuite correction de ce qui ne va pas. Sauf que on produit pas une série de la même manière qu'on produit un film. Et donc Brad Winderbaum le dit, hein, nous essayons de marier la culture Marvel avec la culture télévisuelle traditionnelle. Cela revient à comment pouvons-nous raconter des histoires à la télé qui honorent ce qu'il y a de formidable dans le matériau source? Donc il y a quand même cette prise de conscience que la méthode marche plus sur la durée et que passé l'engouement du fanservice habituel qu'on a déjà bouffé depuis presque 20 ans, désormais ça fait pchit quoi. Sachant que là, Marvel estime que le projet de Daredevil est trop important et significatif des potentielles attentes du public en matière de série télé, dans le sens où c'est censé faire suite justement à la série Daredevil de Netflix, qui justement avait été un énorme succès et avait globalement beaucoup plu, hein. Alors le site nous dit également, et c'est là que c'est intéressant, que Daredevil n'est pas un cas isolé et que les plaintes avaient déjà fuité du côté de certains employés, du manque de vision centrale, mais surtout de l'abondance de tensions créatives. Donc un propos qui a été rapporté justement, c'est la télé est la télé est un média axé sur les écrivains. Marvel est piloté par Marvel Studios. Et effectivement, c'est là tout le problème, quoi. Et donc le site nous explique également que, donc à travers plusieurs exemples, dans le cas par exemple de Moon Knight, donc Jeremy Slater, donc le scénariste, avait démissionné pour différents artistiques et remplacé par Mohamed Diab. Pareil pour She-Hulk, hein, donc c'était Jessica Gao qui avait scénarisé le projet, puis bon, lors de la production avait été un petit peu mise de côté au profit de Kat Coiro. Kat Coiro notamment sur la réalisation, ce qui fait que en fait il n'y a pas eu un processus créatif continu géré par les mêmes personnes du début à la fin. Donc le concept de base de showrunner qu'on retrouve désormais dans toutes les séries des autres plateformes et qui ont tendance à bien fonctionner. Alors on apprend également qu'ils ont quand même opéré un changement sur Secret Invasion, puisque Kyle Bradstreet avait été justement licencié après 1 an de travail sur le scénario, donc au profit justement d'une writing room. Alors je ne vais pas vous donner les noms de ceux qui étaient concernés justement dans cette writing room, et l'impact qui en a découlé du fait de ne pas avoir justement de showrunner pour superviser la chose, c'est que en fait ils ont tous essayé un petit peu de se tirer la couette de leur côté, hein, pour entre guillemets s'accaparer le mérite lié à la série. Et donc de ce que rapporte un employé, cela faisait des semaines que les gens ne s'entendaient plus et ça a fini par éclater. Du coup effectivement voilà, ils ont tout réorganisé. Mais dans toute cette volonté de restructuration et de revoir la manière de penser les séries, on parle aussi des réalisateurs qui peuvent se sentir justement lésés, hein, comme le dit justement Brad Winderbaum, puisque il dit jusque-là l'attitude consistant à régler les problèmes après coup donne parfois l'impression qu'un réalisateur n'a pas d'importance et qu'effectivement ils ne sont entre guillemets qu'un outil dans le processus de création d'une série et que évidemment on ne leur donne pas l'opportunité de s'adonner à un minimum de créativité parce que de toute façon, et c'est typique de chez Mickey, tu bosses chez lui, t'es bridé. C'est catégorique. Et de toute façon, c'est pas propre aux séries, hein. C'est pareil pour les films, hein. Il suffit de voir Doctor Strange 2 pour se rendre compte que Sam Raimi,
n'a pas livré un film de Sam Raimi, hein. Il a livré un film Marvel, point barre, hein, sans aucune once de personnalisation. Et donc, au vu des changements majeurs que peut subir justement une série en post-prod, c'est vrai que t'as vite fait de te dire que ton taf n'est que accessoire, quoi. Donc la politique nouvelle vise, comme je le disais tout à l'heure, à mettre en place des showrunners pour justement chapeauter le tout avec une vision d'ensemble. Et alors de ce que nous apprend le site, en fait, c'est Jessica Gao qui a permis justement à Disney de le comprendre, notamment sur She-Hulk, puisque Gao, comme je l'avais dit, a scénarisé la série, a été ensuite rappelé en post-production pour corriger ce qui n'allait pas en raison du fait que, en production, Marvel Studios s'était permis de ne pas prendre en compte toute son écriture et opérer en cours de réalisation des changements qui nuisaient finalement au résultat final de la série. Alors attention, hein, je suis pas en train de dire que la série aurait été géniale, mais en tout cas, ça aurait... on va dire, une plus grande cohérence d'ensemble. D'ailleurs, faut pas se leurrer, hein, mais si on va par là, il suffit de voir du côté de Star Wars là aussi, la série qui tient le mieux le pavé avec une forme en concordance à son récit, c'est Andor. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais voilà, c'est une série qui a été, entre guillemets, showrunnée par Tony Gilroy, parce qu'il a imposé un petit peu le truc, et ça fait toute la différence. Comparé par exemple à un Mandalorian qui sait pas justement où il doit aller à travers les différentes saisons, ou encore Obi-Wan Kenobi où ils ont fait appel à Andrew Stanton pour le scénario, et qu'au vu du résultat, je doute que la version définitive de la série reflète ce qu'il avait écrit au départ, surtout venant de Andrew Stanton, quoi. Donc Marvel Studios envisage donc d'embaucher également des réalisateurs de télé à temps plein, et pas des gens qui tablent en fait dans les deux domaines, hein, à savoir le grand et le petit écran. De toute façon, moi comme j'ai l'habitude de le dire, vaut mieux être bon dans un domaine que moyen ou mauvais partout. Ça n'a aucune productivité, quoi. Et donc Winterbaum l'a bien compris, hein, puisque il dit nous avons besoin de dirigeants qui se consacrent à ce média, qui vont se concentrer sur le streaming, sur la télé, car ce sont deux formats très différents. L'objectif étant par ailleurs de mettre en place donc, des showrunners, comme je le disais, de livrer d'abord un pilote de la série, et la Bible qui va avec, hein. Donc alors pour ceux qui ne savent pas, la Bible en fait c'est l'ensemble de la trame, de tous les tenants et aboutissants envisagés à l'issue du pilote pour l'intégralité de la saison. Je parle pas d'une série, hein, mais d'une saison. Mais surtout, là pour Marvel, l'heure est à l'intention, alors j'ai envie de dire enfin, de livrer des séries, des vraies. Et d'ailleurs, Loki pourra en faire la preuve, puisque jusque-là, c'est quand même la série avec la meilleure audience sur Disney+. Donc bon, il est quand même prévu de s'appuyer sur un format sériel multi-saison, qui permettra notamment de développer des personnages et donc ainsi aux spectateurs de les accepter et donc de les apprécier, plutôt que d'avoir justement le sentiment, mais un sentiment qui est tout à fait réel, et légitime, de voir des séries qui sont juste là pour préparer le terrain en vue d'un crossover. Et oui, parce que de toute façon, outrepasser le côté fanservice, comme je le disais tout à l'heure, la lassitude a fini par gagner du terrain, elle aussi, quoi. Les gens en ont ras-le-bol de voir des séries qui ne racontent rien, mais qui ne sont là que pour faire du teasing. Et du teasing à 150 millions de dollars, quoi. Ça fait quand même cher. D'autant que les gens, en fait, ils s'y perdent, dans le sens où t'as des personnages du grand écran qu'on bascule sur le petit, ou inversement, ce qui fait qu'en matière d'ampleur, en matière d'aura, concernant ces personnages, c'est l'ascenseur fou, quoi. Exemple tout con, Falcon, donc personnage qui a vu son existence débuter au Cinoche, à travers donc Captain America 2, donc quand même un personnage qui a eu une présence à travers pas mal de films, hein. Puis a poursuivi en série pour devenir le nouveau Captain, rien que ça, mais comme je le disais, au format petit écran. Donc pas l'idéal à mon sens pour lui donner une vraie ampleur. Et tout ça pourquoi ? Pour au final le remettre dans le bain du Cinoche. C'est un non-sens, quoi. Et à l'inverse, t'as Kang.
Alors, le mec a vu son incursion à travers une série. Alors bon, c'était Loki. Et je dis pas, hein, j'ai trouvé très bien sa présentation, justement, à la fin de la série. Mais transposer cette incursion en série, quand c'est censé être le nouveau méchant du MCU, ça ne marche pas. Et encore une fois, il suffit de voir là aussi du côté de Star Wars pour le confirmer, puisque de toute façon, c'est le même principe de production. Obi-Wan, un personnage iconique du grand écran à travers 6 films quand même, fini en série. Pire même, Dark Vador, l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, carrément. Mais comment veux-tu que ça fonctionne au format télévisé ? Et effectivement, il y a ce que je disais, donc ce business plan récurrent qui impose que si tu veux voir tel film, faut que tu aies vu cette série, et puis ce film, et puis alors ce dessin animé, mais aussi il faut que tu achètes donc cette boîte de céréales parce que dedans il y a tel truc qui permet de... Enfin, vous avez compris le truc. Et oui, les gens sont fatigués de ça, ce manque d'indépendance à seule fin de faire du teasing, de la pub, pour vendre justement un autre produit à venir. Parce que c'est tout ce que c'est, de la pub. Sauf que là, effectivement, ils comprennent enfin que c'est plus la bonne méthode. Alors attention, maintenant, rien ne dit que ça sauvera Marvel du naufrage, dans le sens où, bon, ils ont aussi d'autres problèmes qui dépassent le cadre sériel, hein. Il suffit de voir notamment les chiffres du box-office des dernières productions ciné pour s'en rendre compte, mis à part peut-être, allez, on va dire les Gardiens de la Galaxie 3, mais qui venaient clôturer justement un arc autour de personnages qu'on avait appris à apprécier dans les phases précédentes. Mais le reste, c'est peanuts, quoi. Et je doute que The Marvel inverse la vapeur, hein. Mais effectivement, dans le cadre d'économie exigée justement par Bob Iger, et dans cette volonté de proposer de la qualité, c'est, on va dire, le premier pas à franchir. Donc c'est déjà pas mal. Mais à la condition, là aussi, que Marvel Studios change son fusil d'épaule dans le processus de créativité et de création, en laissant justement un peu plus de liberté à ses auteurs, et pas venir systématiquement leur passer une laisse autour du cou. C'est pour ça que la plupart du temps, ils prenaient des yes men, quoi. Et notamment dans le cadre de Daredevil, qui doit garder son climat d'origine. C'est pas parce que t'es Mickey que tu dois tout adapter pour les enfants. Surtout quand au départ, le personnage n'est de toute façon pas le plus approprié pour eux, quoi. Donc bon, il y a quand même ce petit aveu d'échec, hein, qui reste quand même le bienvenu de la part de Disney, hein. C'est tellement rare, mais c'est vrai que, enfin, ça a été rare pendant une certaine période, ça devient de plus en plus récurrent. Entre ça, le fait que Bob Iger reconnaisse qu'effectivement, il va falloir sortir de cette routine du wokisme qui gangrène absolument toute leur production. Donc ça commence à se mettre en place, hein. Peut-être va-t-on enfin arriver à sortir la tête de l'eau et sortir de cette... on va dire cet âge de merde, hein, parce que bon, c'est vrai, il y a eu l'âge d'or, il y a eu l'âge de bronze, il y a eu, enfin voilà, il y a eu plein d'âges, mais là c'est vrai que depuis quelques années, c'est l'âge de merde, quoi. Donc croisons un max de doigts, hein, et puis on verra ce que ça donne. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à toute cette situation dans les commentaires. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé de mes prochains contenus et de manière également à nourrir mon effort de guerre dans cette expansion du YouTube Ciné Game. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!